Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier événement digital de SMR. Mon nom est Stéphane Faux, je suis le président de cette société Sherpa Mobile Robotique. Damien, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Damien Windling, directeur technique de SMR et content de pouvoir partager et présenter plus en détail notre gamme de robots. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose qu'on lance notre vidéo promotionnelle de notre Sherpa et qu'on se retrouve quelques minutes après en studio. A tout de suite. Voilà, donc je vous propose de démarrer ce webinaire par juste quelques slides pour nous mettre tous dans le contexte. Donc le premier que vous avez en face de vous, là, la robotique mobile, en fait, est la robotique collaborative et le standard de l'industrie 4.0 du futur. C'est un marché qui va être en très forte croissance, plus de 20% par an. Et sur ce marché, le segment de la robotique mobile, ce qu'on appelle les AMR, va croître encore plus vite. Deuxième point, notre gamme Sherpa est dans la catégorie des AMR non dédiés. Ils sont adaptés en fait à toutes les entreprises. Il y a de multiples cas d'emploi possibles, y compris chez un même client. Donc là, vous avez sur ce slide la différence entre les AGV et les AMR. Je l'explique juste pour ceux qui ne le connaissent pas. Les AGV ont des trajectoires complètement dédiées. Il y a de l'infrastructure au sol, ils suivent des marques au sol, alors que les AMR ont des trajectoires totalement libres. Ça, c'est la grande différence. Voilà, donc deuxième slide. Pour vous expliquer pourquoi on dit que notre robotique mobile est non dédiée. En fait, les nôtres interviennent dans les zones de travail, en environnement encombré, en plein milieu des opérateurs.
Comme on le voit sur ce slide au centre, nos robots effectuent donc des tâches de transitique, amènent des colis, des pièces, des palettes dans les zones de travail. Ils sont faits vraiment pour travailler au milieu des opérateurs. Il n'y a pas de zone grillagée autour, de choses comme ça. Ça, c'est ce qui les caractérise très fortement. Troisième slide. Ils ont effectivement des caractéristiques uniques. Alors, ils sont d'abord sûrs. On a travaillé ce sujet-là ces derniers mois de manière extrêmement intensive. Ils sont certifiés PLD, ils correspondent à la norme 3691-4. Il y a une sécurité maximale vis-à-vis des personnes, des obstacles et du matériel transporté. Ils évitent les obstacles et ils sont même réversibles pour sortir d'un passage étroit sans difficulté. Ensuite, deuxième caractéristique, ils sont collaboratifs, bien sûr. Alors, nous sommes les inventeurs, en fait, de cette combinaison des modes suiveur et autonome. On peut exécuter une tâche en suivant un opérateur, s'arrêter n'importe où et enclencher dans la foulée une mission, en fait, autonome. Et bien sûr, il dispose de la fonction gestion de flotte. Et grâce à ça, il y a moins de pénibilité, moins de tâches sans valeur ajoutée pour les employés, comme par exemple tirer, pousser des chariots, faire des kilomètres inutiles à pied. Ils permettent plus de flexibilité et plus de fluidité dans les flux. Troisième caractéristique importante, ils sont très intuitifs. Ils sont d'abord plug and play. On ne fait pas de modification ni dans l'infrastructure, ni d'informatique chez les clients. Et ils sont extrêmement faciles à installer. C'est une personne pendant 2-3 jours maximum. Très facile à installer donc, et à utiliser. Les interfaces utilisateurs sont très simples. Quatrième caractéristique, ils sont polyvalents. Ça, c'est aussi très intéressant pour quelqu'un qui investit là-dessus. Il y a beaucoup d'options adaptées à un maximum d'applications et ils sont vendus finis et prêts à l'emploi. Les clients ont la main en permanence eux-mêmes pour changer les configurations et les missions de manière extrêmement simple. Et puis, bien sûr, autour de nos robots, on propose un accompagnement sur mesure, expérimenté, pour répondre en fait à toutes vos applications. Ces robots-là sont clairement faits par des industriels pour les industriels. Voilà pour celle-ci. Alors, autre planche pour expliquer les bénéfices pour nos clients. Donc, je l'ai un petit peu abordé avant. On élimine la pénibilité et les risques dans le transport de charge. Il y a bien sûr des gains de productivité par la réduction drastique des tâches à faible valeur ajoutée. Très important également, plus de fluidité, plus d'espace et de flexibilité. On tend en fait vers ce qu'on appelle le One Piece Flow avec nos robots. Et puis on répond également au manque de main-d'œuvre et ça permet la vraie transformation vers les usines 4.0. En fait, en synthèse, c'est une nette amélioration de la performance opérationnelle et économique chez nos clients avec un retour sur investissement entre 12 et 18 mois. Puis après, le petit schéma de droite, à qui on s'adresse ? Alors, on s'adresse effectivement à un vaste panel de clients potentiels. On est évidemment très fortement présent dans l'industrie. Et dans l'industrie, il y a toujours les deux côtés. Le côté logistique, donc ceux qui préparent les kits, ceux qui préparent l'alimentation des bords de ligne. Donc là, on les aide énormément. On est également en production pure pour le transfert de pièces. On est dans les sociétés de logistique pour exécuter des tâches de manutention. On est également dans la grande distribution pour alimenter les rayonnages de manière pertinente. On est très présent dans l'e-commerce aussi et dans tous ces process, les entrées, le picking, la ventilation, les retours, les sorties. Et puis il y a d'autres niches dans lesquelles on veut être aussi, le médical, les services et les transports. Voilà, alors, autre planche qui explique notre gamme de robots, en fait, qui est une gamme très complète. Quand on regarde simplement la diagonale du centre, pour commencer, on a ce qu'on appelle notre série B. Alors, B comme bac en français ou beans en anglais, ça tombe bien que ce soit la même lettre. On a donc notre Sherpa B pour transporter des bacs. Le premier, c'est avec un plateau simple. Le deuxième, on a également un convoyeur latéral simple. On a également un robot avec un convoyeur latéral double qui permet d'alimenter les bords de ligne en une seule fois, en fait, pour aller chercher un bac vide et le remplacer par un bac plein, par exemple. On a également un convoyeur frontal
qui permet d'aller dans les passages étroits, d'alimenter un convoyeur dans des passages étroits. Et puis, on a également un robot avec un lev-back qu'on peut d'ailleurs installer sur un convoyeur ou sur un plateau. Donc voilà pour la diagonale du centre. On a également une série P comme palette, qui permet de transporter des palettes, donc avec un plateau simple, un lève-palette, et puis aussi une table élévatrice. Et puis, si je regarde maintenant le coin du dessus, on a également fait des versions pour l'intégration avec un Sherpa B particulier qui permet d'intégrer dessus les choses que les intégrateurs voudront faire. Et la même chose pour le Sherpa P. On peut installer donc des structures dessus qui permettent de faire des choses que les intégrateurs voudront faire. Ensuite, quand je vais plus vers le bas, donc on signale là qu'on a en développement 2 autres, je dirais même 3 autres robots. Un qui s'appelle le Sherpa T, qui va permettre en 2021 de soulever les socles à roulettes qu'on voit d'ailleurs parfois par milliers dans des usines avec des bacs empilés dessus. Donc ce robot va permettre d'aller les chercher. Ce même robot va permettre également de tracter des chariots de picking par exemple. On a également notre Sherpa M qui va arriver quelques mois plus tard, qui va être multi-usage et qui va aussi être dédié pour faire des tâches de transfert en fait entre 2 halls. Il va être indoor et outdoor. On est en train de prévoir également une série C, donc ça sera un coursier pour les établissements de santé parce que on a bien vu que les établissements de santé vont vraiment avoir besoin d'un robot particulier pour aller chercher des seringues, aller chercher des plateaux avec des repas dessus ou des choses comme ça dans les hôpitaux. Et puis, dernière catégorie, en bas à droite, on a également développé des dispositifs de désinfection par brouillard sec ou par UV LED. Mais ça, on va le faire à la demande. Donc, les gens qui ont des demandes là-dessus, il faut qu'ils viennent nous voir et on peut en parler. Donc, voilà notre gamme de robots collaboratifs et mobiles complète. Voilà, donc... Ensuite, nous proposons ensuite de passer à une phase de démo. Donc, on va lancer la phase de démonstration dans notre atelier qui est derrière nous. On a un atelier de 800 mètres carrés ici qui est dédié à la conception de nos robots, aux essais, à la démonstration. Donc, on va lancer ça. Et la dernière chose que je voulais vous signaler avant de démarrer, c'est que vous avez un bouton en haut à droite pour poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On va y répondre parce que notre démonstration va être entrecoupée 4 ou 5 fois de petits temps de réponse et on va en profiter pour répondre à toutes les questions que vous aurez posées pendant ces démos. Donc on lance la démo. À tout de suite. Voilà, après cette première introduction en salle, nous nous retrouvons donc ici à l'atelier pour faire une démo en live et une présentation beaucoup plus en détaillé de nos robots. Donc je vais commencer par aller dans le vif du sujet et on va s'intéresser plus particulièrement au Sherpa B. Le Sherpa B, ainsi que tous nos autres robots, il faut retenir qu'on a clairement 2 couches. Une couche pour la sécurité du robot, qui est totalement indépendante de la deuxième couche, qui, elle, est destinée au pilotage du robot. Alors, pour le pilotage du robot, nous avons besoin d'un lidar. C'est rien d'autre qu'un laser à 360 degrés qui va scruter l'environnement du robot, ou plutôt l'environnement dans lequel le robot doit évoluer. Ce lidar, il est connecté à l'intelligence du robot qui se résume par un PC dans lequel on va trouver les différents softs nécessaires. La partie couche de sécurité est un peu plus complexe. Elle est dotée de capteurs de sécurité qui sont installés à l'avant et à l'arrière du robot. Ces lidars, ce sont des lidars de sécurité, d'ailleurs aussi, ce sont des scrutateurs laser. Ils sont connectés à une électronique de sécurité. Il faut rajouter à cela des bordures sensibles installées sous les capotages du robot. Nous avons complété ça par de la caméra 3D
mais son fonctionnement est limité à quelques environnements assez spécifiques, je dirais en absence de pluie de lumière qui viendrait polluer ce détecteur. Par ailleurs, pour l'humain, nous avons des signaux sonores qui préviennent les utilisateurs, voire le personnel qui travaille autour du robot, puisque sa vocation est d'être collaboratif. Pareil, il y a des indicateurs lumineux qui indiquent à l'environnement qu'il y a un robot qui est en train d'évoluer. Voilà pour la partie pilotage, sécurité et communication visuelle et auditive du robot. Ensuite, il y a de la communication que j'appellerais virtuelle, qui est déjà basée sur du Wi-Fi. Nous avons également le mode bus, qui n'est pas marqué là-dessus. Bien évidemment, une interface USB qui permet d'injecter et de ressortir des programmes du robot. Pour l'énergie, nous avons des batteries extractibles, donc ce qu'on voit là sur l'image. Nous avons une deuxième possibilité, c'est d'avoir des batteries rechargeables par induction. Ces batteries rechargeables par induction ont l'avantage de permettre de faire ce qu'on appelle du biberonnage et d'avoir une disponibilité du robot qui est quasi totale. Il est à noter que pour la batterie extractible, c'est assez confortable de changer une batterie. Il faut, on va dire, 2 minutes chrono pour la changer. Et là aussi, grâce à son autonomie de 8 heures, on a une quasi-disponibilité du robot sur 2 voire 3 équipes dans la journée. Un mot peut-être par rapport à tout ce qui a déjà été dit sur la gamme. Le Sherpa B existe en version plateau, c'est sa version la plus simple. Et après, différentes options sont disponibles selon qu'on veuille charger ou décharger des caisses de 600 par 800, voire 2 caisses de 400 par 600, ou encore un déchargement frontal d'une caisse de 800 par 600, le déchargement frontal étant particulièrement adapté, je veux dire, aux allées en cul-de-sac, où on n'a pas besoin, où on n'a pas beaucoup de place, où il faut vraiment arriver de façon frontale. Le Sherpa P, quant à lui, dont la présentation va suivre celle du B, est un robot qui a une capacité de charge lui permettant de soulever une palette de 1 tonne. Donc quand on dit palette, on pense fourche. Donc les fourches sont intégrées au robot et permettent donc de prendre une palette et la redéposer dans ce qu'on appellera une gare. Mais on y reviendra après lors de la démo. Une autre option pour ce grand robot, c'est notre Sherpa 1000, est une table élévatrice qui va avoir une course de l'ordre de 500 mm et qui pourra déposer ou charger des palettes à différentes altitudes. On va aller un peu plus dans le détail pour expliquer comment fonctionne la sécurité du robot, lui permettant d'être un robot collaboratif et évoluer dans des milieux où il y a des opérateurs tout autour. Alors, on voit là à l'écran le robot en vue de dessus, un opérateur, et on a 2 zones, une zone rouge et une zone orange. Une zone orange qui est une zone qui, lorsque l'opérateur ou un opérateur rentre dedans, ça prévient le robot comme quoi il faut qu'il ralentisse, et le robot va ralentir de telle sorte à ce que la personne ne vienne pas se mettre dans la zone rouge, parce qu'arrivé dans la zone rouge, les sécurités vont mettre le robot à l'arrêt et vont d'ailleurs l'arrêter clairement. Nous avons une autre image qui montre quoi? Ici, on serait à une vitesse de marche lente et ici, une vitesse de marche plus rapide. En fonction de la vitesse de l'opérateur, la taille des zones va s'agrandir ou se rapetisser de telle sorte à ce que si une vitesse est importante, il faut que les vitesses de freinage permettent toujours au robot de s'arrêter avant d'être en collision avec la personne. Donc on y reviendra après, on le verra dans la démo, c'est quelque chose qu'on peut également voir en live sur une vidéo lorsque ça fonctionne.
On explique toujours un petit peu plus le fonctionnement de ce robot. On peut se poser la question, mais comment un robot va-t-il se positionner dans son environnement? Alors, en introduction, on a ici ce que voit le seul œil que possède le robot, qui est un lidar. C'est en fait un laser qui balaye à 360 degrés et qui va regarder jusqu'à 40 mètres tout ce qui se trouve dans son environnement. Petite précision sur la précision de ce lidar. On fait 90 000 points de mesure à la seconde, ce qui nous permet d'avoir un maillage très fin. On a un exemple ici, en vue de dessus, on aurait un robot, un opérateur qui est devant le robot, des étagères en vue de dessus, et quand ça c'est ce que l'œil humain distingue, et quand on voit un petit peu, quand on s'intéresse à ce que verrait le robot, ou à ce qu'il voit le robot, eh ben, on a un nuage de points qui correspond à ce que le lidar heurte en fin de compte. Donc il envoie sa lumière, et à chaque fois qu'il heurte quelque chose, on constitue ainsi une ligne, voire deux boomerangs là, qui correspondent aux deux jambes de la personne qui précède le robot. Donc je vais maintenant chercher le robot pour la démonstration du mode Follow Me. Donc pour prendre le robot en mode Follow Me, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'un appui sur le bouton vert, le robot m'a reconnu, les deux jambes, et il va s'attacher à moi pour me suivre. Donc, si je vais vite, lui va accélérer pour me rattraper. Bien évidemment, la vitesse maxi, elle est de 2 mètres secondes dans ce mode, ce qui correspond à une vitesse de marche rapide de l'ordre de 4 km/h. Alors une fonction que je vais vous montrer, si je suis en train de préparer une commande dans une allée relativement restreinte, là nous avons des allées de 1,20 m de large, ben, si je suis allé trop loin avec mon objet à prendre, il est juste derrière, ben, comment je fais? Ben, il suffit que je passe à côté du robot, je vais prendre ma pièce et il s'accroche à moi pour me suivre à nouveau pour continuer ma commande. Donc, comme déjà dit, nous avons la zone interdite, donc le robot ne va pas me suivre. Vous voyez toujours que mes pieds sont entourés d'un cercle jaune. Donc le robot ne m'a pas perdu. Si je me rapproche à nouveau du robot, qui est le fameux rectangle vert, vous verrez que il se connecte à moi et vous avez un cordon ombilical qui me lie à lui. Et quand je fais une marche rapide, ce cordon s'allonge. Et quand je ralentis, il me rattrape et puis ce cordon se raccourcit. Et souvenez-vous, par la même occasion, quand je suis en marche rapide, les zones de sécurité s'allongent et elles se réduisent à petite vitesse. Voilà, donc pour cette première salve de démo, alors je propose qu'on réponde à quelques questions qui ont été donc posées. Alors, par exemple, première question, là je vois, alors c'est qui? David. Quel est le montant d'investissement pour l'acquisition d'un Sherpa P 1000 kg ou d'un Sherpa B pour les bacs? Alors, pour le P 1000 kg, on est à des prix tarifs autour de 50 000 € d'investissement. Alors, plus ou moins quelque chose, bien sûr, en fonction des options que nous choisissons, hein, plus ou moins 5 000 à peu près. Pour ce qui est du P, voilà. Pour le B, on est sur des prix tarifs qui se situent autour de 30 000 €. On a une première version à 28 500 €. Donc, c'est aussi 30 000, plus ou moins quelque chose, en fonction des options qui ont été choisies. Donc ça, c'était la première question de David. Je vois qu'il y a une deuxième question de David. Quid de la maintenance et des dépannages? Alors pour la maintenance et les dépannages, en fait, il y a 3 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est que nous souhaitons partout où c'est possible avoir un accès à distance à nos robots. Alors je sais qu'il y a certaines entreprises qui ne le permettront pas, parce qu'il y en a qui sont opposés à ça, mais on essaie de le faire le plus souvent possible parce que ça nous aide beaucoup à diagnostiquer en fait la panne quand il y en a une.
Le deuxième élément, c'est que nous allons avoir une hotline qui va permettre de prendre des appels et de répondre en temps réel à des questions qui seront posées. Troisième élément de réponse, c'est que nous sommes en train de lier des partenariats, notamment de proximité, avec des gens qui ont des équipes de techniciens de proximité, qui sont d'ailleurs très souvent capables d'intervenir sur différents types de matériel de ce type. Donc voilà pour cette question. Ensuite, la prochaine, c'est peut-être moi qui vais y répondre. Ouais. Je vois qu'il y a une question technique qui est arrivée, c'est Benoît qui l'a posée. Communication avec le robot. Donc, le robot dispose effectivement d'un Modbus. Par ailleurs, nous allons livrer les robots sur demande avec une prise Arting qui permettra également de se connecter à la boucle de safety du robot avec la partie que l'intégrateur souhaiterait rajouter sur le haut. Au niveau alimentation disponible pour la partie haute, nous proposons du 24 volts, 10 ampères. Comment fonctionne? Alors, c'est toujours, c'est qui l'a posé? C'est un Blanchard qui l'a posé. Donc, comment fonctionne le mode Follow Me? Alors, le mode Follow Me, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, il fonctionne de la façon suivante. Par l'appui sur le bouton vert, le système, grâce au lidar de sécurité, se connecte en fait aux jambes de la personne qui se situe au moment de l'appui sur le bouton à l'avant du robot. Du côté du bouton, on appuie, parce qu'il pourrait y avoir une personne derrière, mais le robot ne va pas se tromper. C'est côté bouton où on appuie que le lidar se connecte, et vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo, il y a ce cercle jaune qui se colle aux jambes de l'utilisateur, et ainsi il reste connecté. Et ça évite que le robot ne se trompe entre plusieurs personnes. Voilà, donc je propose qu'on continue la démonstration. Je pense que je vois qu'il y a des questions où les réponses en fait seront données dans la suite de la démonstration, mais n'hésitez surtout pas à poser des questions. On fera plusieurs séances comme ça de questions-réponses en live. Voilà, nous allons donc continuer par la présentation des différentes possibilités au niveau des installations, donc notamment en ce qui concerne la navigation autonome. Donc, nous proposons à nos clients différentes installations, selon que le client a besoin d'un robot, de plusieurs robots, voire de communiquer avec l'environnement du robot. Alors, l'installation la plus simple consiste à installer un robot, comme je viens de vous le montrer là, en Follow Me, on le met chez le client, c'est du plug and play, j'appuie sur le bouton, le robot me suit. Dans cette configuration, nous pouvons bien évidemment, comme on va vous le montrer après, fonctionner également avec un mode autonome. Le robot, il a un PC en lui, dans lequel PC sont chargés tous les logiciels qui lui permettent de fonctionner en toute autonomie dans son environnement. Et on y reviendra. Un deuxième niveau, qui serait un niveau avec un Mission Manager. Cette version permet à toujours un robot seul de fonctionner et de communiquer avec son environnement. Alors ça veut dire quoi, communiquer avec son environnement? Le robot, comme on l'a déjà dit, est destiné à se mettre à disposition d'opérateurs qui travaillent sur des lignes de fabrication. Et lorsqu'un opérateur a besoin d'un robot parce qu'il a fini sa tâche et aimerait poser l'article qu'il vient d'emballer ou de fabriquer sur un robot afin que le robot l'amène à un autre point dans une usine, en fait, il ne va pas courir après un robot. Nous lui mettons à disposition ce qu'on appelle un share push, c'est une boîte à boutons qui, en Wi-Fi, est capable de communiquer avec le robot. L'appui sur le bouton permet d'appeler, ou en tout cas de mettre la mission dans ce qu'on appelle le Mission Manager, de la mettre là-dedans, et dès que le robot est disponible, il va venir chez l'opérateur. L'opérateur prend son objet, le pose sur le robot, lui donne une mission à exécuter, et le robot va exécuter la mission et livrer l'article qu'on vient d'y charger. Ça, c'est un exemple de communication. D'autres exemples de communication seraient, par exemple, ouvrir une porte, appeler un ascenseur, etc. Ensuite, troisième niveau d'install, là, c'est quand nous avons une flotte de Sherpas qui doivent, bien évidemment, communiquer avec l'environnement, et c'est quasi
obligé. C'est-à-dire quand on a une flotte de Sherpas ou une flotte de robots, parce que il peut y en avoir d'autres, hein, on est obligé de communiquer soit avec d'autres flottes, et vous le verrez sur une vidéo après, soit avec l'environnement. Voilà, alors je vais vous présenter maintenant les 3 briques logicielles nécessaires à un Sherpa seul de fonctionner non pas seulement en follow me, mais également en mode autonome. Le premier va être le Map Fabric, c'est la création du fond de carte qui permet au robot d'avoir tout simplement une carte et de savoir où est-ce qu'il se trouve. Le second, c'est le Road Editor, là on va créer des routes sur cette carte. Et enfin, une fois qu'on a des routes et une carte, il faut encore des missions. On a donc le Mission Editor, il a pour rôle de pouvoir faire une suite de programmes, vous allez voir c'est très facile, qui permet de dire au robot tu vas d'un point A à un point B, etc. à un point C. Voilà. Alors on va commencer par le Map Fabric. Alors comment créons-nous nos cartes? Tout simplement par l'appui sur le bouton Follow Me, on va marcher dans tout l'environnement dans lequel nous souhaitons que le robot il évolue. Le LIDAR, je vous ai dit qu'il prend 90 000 points, il a scruté tout son environnement, il a mémorisé ces points, et là, on va les extraire dans une clé USB qu'on va mettre sur un PC, sur lequel PC, on va rejouer la carte pour la nettoyer, pour la positionner telle que nous le souhaitons. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc, voilà, on a la carte. Alors là, on vient de voir que l'environnement dans lequel nous sommes, c'est ce qui est décrit en vert assez fluo. Et on a des taches vertes un peu moins prononcées. C'est tout simplement les jambes de l'opérateur qui a marché devant le robot. Donc ça, grâce au système, aux fonctions que propose le petit logiciel, nous allons les nettoyer. Parce qu'on ne veut pas les garder, ça, ce n'est pas des points remarquables. On va seulement garder ce qui est réellement fixe. Et tels les étagères, tels les murs. Par contre, tout ce qui est poste de travail, tout ce qui est espace bureau, toutes ces choses-là, on va carrément les supprimer. Donc là, on fait le nettoyage de la carte. Donc ça, c'est facile, on fait des rectangles, et après, il suffit de le supprimer. Voilà. Et on a quelque chose de beaucoup plus dépouillé, avec des points remarquables par rapport auxquels le robot va se localiser. Voilà. Alors, le Road Editor, comme déjà dit, est en fait un bout de logiciel qui nous permet de dessiner des routes, puisqu'on a une carte. Il faut maintenant, comme sur une carte Michelin, il faut des routes sur lesquelles le robot va se déplacer. Alors nous, c'est par zone. Là, on est en train de mettre des zones vertes. Ici, grâce aux flèches, je vais juste arrêter. Hop. Grâce aux flèches qu'on peut orienter d'ailleurs, sur cette route, on définit ainsi au robot qu'il a seulement le droit de circuler dans une direction. On aurait pu faire double sens, mais jamais latéral, mais nous avons choisi pour l'occasion qu'il a seulement le droit de se déplacer de la gauche vers la droite. D'autres zones vertes ont été rajoutées, ça veut dire que ce sont des zones dans lesquelles le robot peut circuler en mode autonome. Et on verra qu'il y a d'autres zones, notamment des zones rouges qu'on va rajouter maintenant. Des zones rouges qui sont des zones interdites, dans lesquelles nous souhaitons que le robot n'aille pas. Alors vous avez vu qu'on a également sur chaque étagère, on a rajouté une zone rouge. C'est quand l'étagère n'est pas chargée avec de la marchandise, voire des cartons, il ne faudrait pas que le robot interprète comme quoi qu'il y a un passage possible. Donc il suffit de rajouter une zone interdite et le robot n'y passe plus. Ce qu'on est en train de faire là, je vais laisser tourner la vidéo, c'est une zone contextuelle, c'est-à-dire que nous pouvons là-dessus rajouter des infos complémentaires. On impose au robot une vitesse, par exemple. On peut lui imposer de lancer un signal d'alarme, de clignoter avec tous les feux, ceci parce qu'on va se rapprocher de convoyeurs pour décharger un bac et pour prévenir les éventuels opérateurs qui seraient dans la zone que, attention, un robot est en train de s'approcher, il faut s'écarter.
Alors la safety, elle fait toujours son rôle. Si on reste là, bien évidemment, le robot va s'arrêter. Voilà, dernière brique logicielle à laquelle on s'intéresse, c'est le Mission Editor. Alors comme son nom l'indique, c'est pour créer des missions. Pour cela, nous avons souhaité utiliser un logiciel qui est très, je vais dire, très abordable par, je dirais même des personnes non initiées. Ce logiciel est basé sur le langage Scratch. Et voilà. La première phase qu'on a mise ici, on lui dit que dans cette mission, il doit aller à la position 1 et il doit mettre son convoyeur en route pour décharger, il fait un drop du bac qu'il a chargé. On va rajouter dans cette mission d'autres fonctions. Voilà. Au deuxième point, on va le corriger là, puisqu'il est sur 1, mais il va passer en point 2. On va lui dire de faire un pic. Donc il va recharger un bac vide. Et il y a d'autres conditions qui seulement uniquement approcher ce point en marche avant. Voilà les possibilités. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque slide, mais voilà. Donc point 1, le point 2, là vous le voyez en vidéo, vous le verrez en live après. Avant vous avez vu charger le déchargement du bac, là vous voyez le chargement du bac, donc il fait clairement un pic d'un bac. Et ensuite on lui dit, tu vas au point numéro 10 et tu attends les consignes. Donc là le robot, il va au point 10, mais ça vous le verrez en live tout de suite avec la démo. Voilà, donc on vient de passer cette deuxième séquence, on va répondre à quelques questions. Donc là, j'en ai une. Quelles sont les étapes de l'intégration de flotte, installation de logiciels, licence, apprentissage des points, posé par Benoît. Donc en fait, c'est relativement facile. Vous venez de le voir d'ailleurs. Alors déjà, question licence. Pour ce qui est des 3 logiciels que vous venez de voir dans la séquence à l'instant, là, donc MapFabric pour la cartographie, Road Editor pour les points, et puis les zones vertes, orange, rouge, et puis également le Mission Editor pour installer des missions. Tout ça, c'est sans licence, c'est livré donc avec le robot. Il n'y a que le Fleet Manager que vous n'avez pas encore vu, que vous verrez dans une séquence d'après, qui lui est sous licence. Et l'installation se passe de manière assez rapide. En fait, on fait la cartographie de préférence au mode suiveur, c'est comme le mode qui fonctionne le mieux pour faire ça. Et puis ensuite, on nettoie la cartographie comme vous l'avez vu. On positionne nos points spécifiques, nos zones particulières, et puis on fait nos missions également, et tout ça, on peut le copier d'un robot à l'autre. Et puis ensuite, il y a donc une couche au-dessus qui s'appelle le Fleet Manager. Vous allez voir ça dans une séquence d'après. Donc ça, c'était une première question. Deuxième question, prévoyez-vous à l'avenir des offres de leasing, Maxime? En fait, on fait déjà des offres de leasing. Ça, c'est important de le savoir. En fait, via 2 modes essentiellement. On a signé des accords avec 2 banques pour faire donc des offres de leasing en direct. Mais il y a également des partenaires avec qui on a signé des accords et qui sont d'ailleurs habitués à faire ce genre d'offres. Je pense en particulier aux loueurs de matériel de manutention. On a signé par exemple un partenariat avec Altodis en région Alsace et Franche-Comté. Eux font des offres de leasing, c'est d'ailleurs leur quotidien, et ils sont capables d'intégrer donc ces robots-là dans leur flotte de matériel qu'ils gèrent par ailleurs au travers de ce type de financement. Donc aucune difficulté pour ça, ça existe déjà. Damien, une question pour toi? Oui. Alors, il y avait une question qui a été posée par Jonathan concernant la planéité ou la qualité du sol en général. Donc, en général, ce que nous conseillons aux clients, c'est qu'il ne faut pas de nid de poule, bien évidemment. Il faut une planéité normale. Les pentes maxi qu'on peut gravir sont 5%. Au niveau des seuils, alors il ne faudrait pas qu'il y en ait un tous les 50 mètres, mais les seuils, on peut passer sur des seuils de 1 cm.
Voilà. Ensuite, il y avait une question, je crois, concernant la précision, effectivement, de positionnement pour le déchargement sur des convoyeurs. C'est Benoît qui l'a posé. La précision dans le sens de marge, elle est de plus ou moins 10 mm, donc plus ou moins 1 cm dans le sens de marche, c'est ce qui permet, comme vous avez pu le voir sur les différentes vidéos, de largement, de correctement charger, décharger des bacs. Voilà. Alors, si le robot se bloque, est-ce qu'il sait reculer? C'est Tricoflex qui la pose. Alors, si le robot, par exemple, il est en mode autonome et qu'il va dans une allée et il est bloqué par quelque chose, et vous le verrez dans une séquence suivante, il se cherche un autre chemin. En mode, comme déjà montré, en mode follow me, il est possible de le contourner vraiment dans un passage d'homme, de le contourner et de le reprendre dans l'autre direction, et le robot n'a pas de partie avant ni de partie arrière, il suit dans l'autre sens tout simplement. Alors, je voulais juste compléter une réponse que tu as faite, Damien, concernant la précision de positionnement pour un convoyeur. On a un petit dispositif mécanique qui marche sans Wi-Fi, qui permet justement de bien caler le positionnement du robot face à un convoyeur. Même si le convoyeur bouge un peu, ça ne perturbe absolument pas le robot, parce que le robot suit ça et ça marche sans Wi-Fi. C'est important de préciser. Vous le verrez dans la démo après. En fait, il y a, sous chaque convoyeur, il y a 2 profilés verticaux, et sur lequel le robot va se connecter et il va faire une triangulation, il va comparer la côte de droite avec la côte de gauche, et ce qui permet d'avoir un très bon positionnement. Alors, merci à tous pour ces questions. On continue, n'hésitez surtout pas à continuer à en poser. On passe à la 3e séquence de la démonstration. Go. Nous allons maintenant passer à la démonstration du robot en live. Et donc, on va activer ce que tout opérateur, ou on va dire tout superviseur, pourrait avoir sur un écran, sur son PC. Alors là, on voit que c'est sous forme de widget. Alors ça s'aménage, donc l'écran, on peut ici déverrouiller, et chacun peut se placer, il peut se configurer son écran comme il veut, comme il le souhaite. Voilà. Ici, nous avons la carte, on peut la rapetisser, on peut zoomer dessus. Si on travaille dans une certaine zone, on peut juste s'intéresser à la zone, à la dite zone, etc. Ici, nous avons, et vous le verrez, je vais vous le montrer, les missions que le robot doit exécuter qui s'affichent. Qu'est-ce qu'on apprend encore? On a affaire là au robot numéro 12. Il n'y en a qu'un seul qui est connecté aux missions de manager. Il a 88% de batterie. Il est en mode semi-automatique, c'est-à-dire que là, il est à même de faire du follow me et qu'il est disponible. Voilà. Ici, nous avons un bouton, en fait, qui nous permet, on l'a programmé dans ce bouton, la mission 11. Alors, voilà. Ça veut dire que si je clique sur ce bouton, tout comme si je cliquais sur le bouton dont on a parlé après, mais je vais vous le montrer en live, qui est le bouton qu'on appelle le share push, c'est une boîte qui est positionnée dans l'atelier et qui me permet d'exécuter une mission, ou encore, comme je vais vous le montrer tout de suite, sur le robot, grâce à un écran, je peux également lancer une mission. Alors, donc le petit IHM qui est à disposition donc, sur les 2 côtés du robot permet d'avoir un aperçu sur la batterie, l'état de la batterie, permet de faire un certain nombre de choses, du style, je vais là, je peux débrancher, enfin ouvrir les freins du robot, ainsi je peux le déplacer à la main. Voilà, je les rebloque. Je peux faire une initialisation, bon là elle est déjà faite, mais je dirais à l'instal on est obligé de faire une initialisation du robot, on a besoin de dire au robot, voilà tu es à cet endroit dans la carte, c'est à ça que ça sert. Je peux avoir d'autres infos avec des messages d'erreur. Bon, là, c'est pour l'occasion un petit, mais ces messages sont également disponibles sur écran. Et là, c'est beaucoup plus exploitable. Et bien évidemment, ce qui va nous intéresser, je peux lui donner des missions. Là, je vais faire une mission qui s'appelle la mission numéro 11. Voilà. Je lui dis OK. Alors, il ne s'exécute pas parce que pour l'instant, le robot n'est pas en mode automatique. Et je vais vous demander de regarder, on va regarder l'écran. Vous allez voir que ma mission 11
est apparue à l'écran, elle est en attente. Pourquoi est-ce qu'elle est en attente? C'est que si moi, opérateur, je travaille avec mon robot en train de préparer une commande en mode follow me, ben, je ne voudrais pas que quelqu'un fasse une mission et m'appelle le robot. Et moi, je ne peux plus terminer ma tâche. Donc, c'est une personne qui travaille avec le robot en mode follow me qui doit le lâcher. Donc, pour se déconnecter, c'est assez simple. Il suffit de le mettre de lui dire play. Avant cela, 2 mots encore sur la sécurité. Il y a encore un aspect de la sécurité dont je n'ai pas parlé au début de mon propos. C'est-à-dire qu'une caisse, on surveille toujours son centrage sur le robot. Par exemple, si elle venait à glisser, ben, le robot va la centrer automatiquement. Cette fonction a un autre avantage. Si je dois charger à la main un bac, ben, je n'ai pas besoin de me plonger ergonomiquement, je le sens déjà dans mon dos, mais je peux tout simplement la positionner et puis le robot va la centrer tout seul. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais mettre le robot en mode automatique et vous allez voir qu'il va exécuter la mission que je lui ai demandé de faire, à savoir la mission 11, qui consiste à décharger. Donc il fait un drop, comme vous l'avez vu à l'écran dans la petite vidéo avant, dans la première mission, la première partie de la mission. Faire un drop du bac au point numéro 1. Donc là, en fait, il va s'approcher, vous allez voir, très doucement. Et pour se localiser et s'arrêter avec précision, il va faire une triangulation par rapport à ces 2 profilés. Grâce à son lidar. Son lidar va mesurer, en fait, la distance par rapport à son centre, par rapport aux 2 profilés. Et ainsi, nous avons une précision de positionnement de plus ou moins 1 cm. Donc là, il vient d'exécuter la première partie de cette mission. La deuxième consiste à aller au point numéro 2 et faire un pic d'une boîte vide. Pareil, il scrute les 2 profilés. Et il va se localiser par rapport à ces 2 profilés. Voilà, une fois cette partie de la mission terminée, il va se mettre à un point qui est juste là devant moi et il va attendre pendant 5 secondes une éventuelle mission. Si rien ne se passe dans les 5 secondes, ben, il va seul se positionner sur le parking pour se remettre à disposition d'une personne qui voudrait faire du follow me, voire d'une autre personne qui l'appellerait pour exécuter une nouvelle mission. Voilà. Donc après, je vous ai parlé de boîtes à boutons qui sont des boîtes qu'on appelle, nous, le share push. Donc, on avait bien un bouton qui permet d'appeler le robot à ce poste. Donc, il viendrait faire exactement la même mission qu'on vient d'écouler. Mais on peut s'imaginer que des boîtes comme ça, on peut en avoir plusieurs réparties dans une usine. Et bien évidemment, à chaque boîte, on peut faire correspondre une mission. Les missions, donc on a vu qu'on pouvait les exécuter à partir du display qui se trouve sur le robot. On peut le faire à partir d'une boîte à boutons. Bien évidemment, on peut le faire à partir d'un téléphone, puisque le petit écran qu'on a sur l'IHM, on pourrait l'avoir sur un téléphone, un smartphone, pardon. Une tablette, bien évidemment, dans ce que je vous ai montré à l'écran, le fameux bouton que je vous ai expliqué, ben, il sert également à exécuter différentes missions. Alors si on est quelque part un superviseur dans un atelier et qu'on doit superviser une flotte, on pourrait imaginer avoir plusieurs boutons qui correspondent à plusieurs missions. Voilà. Alors je vais vous montrer maintenant que le robot, en fait, grâce à son intelligence, il est également capable de faire une mission dans sa totalité ou partiellement si un des éléments venait à changer. Alors, pour l'exemple, on va prendre la même mission. Par contre, je vais lui enlever le bac. Je vais lui enlever le bac. Donc, du coup, la première partie de la mission qui consistait à décharger un bac, lui, il ne va plus en tenir compte puisqu'il va se dire, bah, attends, je n'ai pas de bac, je ne vais pas faire un drop. Donc,
pour l'exemple, je vais lancer la mission à partir du bouton de la boîte à boutons. Là. Donc, il ne se passe rien. Voilà. Donc là, le robot, pour l'instant, dans sa mission, il dit je dois aller décharger un bac. Par contre, en cours de route, il va se dire mince, j'en ai pas, je vais continuer et je vais tout de suite faire le pic, c'est-à-dire charger la boîte numéro 2. Voilà, il passe devant le convoyeur, il ne se positionne pas. Et maintenant, vous avez vu avant le chemin qu'il a emprunté. Donc là, il fait le chargement du bac vide. Ensuite, souvenez-vous, il va se mettre pendant 5 secondes à attendre une autre mission. Et s'il ne se passe rien, il va vouloir rejoindre son parking. Ce qu'on va faire là pour l'embêter, je vais lui barrer le chemin. Comme ça, il faudra qu'il cherche un peu plus loin dans sa carte afin de trouver un autre chemin qui lui permette de rejoindre son but, à savoir le parking, le point de parking. Donc voilà, par lui-même, il a regardé sa cartographie. Et il s'est dit, pour aller à mon point de parking, puisque je dois y aller, il est bête et méchant, il respecte ce qu'on lui demande de faire, il va se positionner, mais en y étant allé, par un chemin différent. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui permet de faire évoluer des robots dans des usines où, en fin de compte, les choses bougent. Nous pouvons avoir une allée qui est bloquée pour diverses raisons, parce qu'il y a une action de maintenance sur une installation, et il ne faudrait pas qu'à chaque fois, on soit obligé de reprogrammer une flotte parce qu'il y a une intervention, parce qu'il y a une palette qui a été posée dans une allée, ou pour toute autre raison. Voilà. Voilà, donc de retour sur le plateau. Donc on voit que les questions sont extrêmement nombreuses, donc c'est vraiment très bien, il faut continuer à en poser. Alors on va essayer de répondre vite aux réponses. Qu'est-ce qui différencie le Sherpa d'un MIR ou d'un AET? Donc ça va pas être très vite, mais je vais vous citer donc quelques différences entre MIR et puis Adept qui est devenu Omron et nous. Alors déjà, première différence, c'est que nous vendons des robots qui sont en fait finis et prêts à l'emploi. On propose en fait une série d'options très industrialisées, très applicatives. Et ça vient sans doute du fait de la création de Sherpa Mobile Robotics, qui s'est en fait appuyé sur une alliance stratégique que nous avons eue entre Norcan, qui est une société qui fait de l'équipement industriel sur mesure, très établie, très proche de ses clients, et puis Balio, qui est une boîte de techno, qui a de la techno très robuste. Donc c'est cette alliance qui fait que on vend effectivement le robot fini, prêt à l'emploi, avec une série d'options très industrialisées, très applicatives. Deuxième grande différence, c'est que on dispose d'un mode suiveur, ce qu'on appelle le Follow Me, très éprouvé, qui fonctionne très bien et qui permet de faire cette combinaison très utile en fait entre ce mode suiveur et ce mode autonome. C'est nous qui avons inventé cette combinaison et c'est très utile pour tous ceux qui font de la préparation de commandes, ça c'est sûr. Troisième différence, c'est qu'on est les seuls en fait à faire ce double sens de marche. On est capable en fait de sortir d'une allée très étroite simplement en passant à côté du robot et il vous reprend dans l'autre sens, il part dans l'autre sens absolument sans rien faire. Voilà, il y a encore d'autres différences du type la vitesse est constante, quel que soit le mode de chargement, même si la charge augmente, la vitesse est constante, donc on a des différences comme ça. Je pense que ce qu'on peut quand même dire, c'est que la plus grosse différence, c'est que nos robots sont faits par des industriels, pour des industriels, et ça, je pense que ça nous différencie beaucoup.
Après, j'ai vu une question, Voilà, il y a Joseph qui a ouais. posé une question. Le robot peut-il être déplacé manuellement en cas de panne de batterie? Donc effectivement, oui. Sur les deux displays qu'on trouve sur le robot, il y a possibilité de débloquer les freins par l'appui sur une touche. On pousse le robot pour l'enlever du chemin. Et donc, comme ça, on le déplace assez facilement. Une autre question, c'était... Garantie, voilà. Garantie, durée de vie. Après, combien de temps faudra-t-il prévoir le renouvellement? Donc, c'est Jonathan qui la pose. En fait, en termes de garantie, donc nous, ce que nous mettons dans nos conditions commerciales, c'est qu'il y a une garantie de 1 an ou 3000 heures de fonctionnement, le premier terme étant atteint. Et puis ensuite, en termes de durée d'utilisation, ça dépend évidemment énormément de l'utilisation qu'on fait de nos Sherpas. C'est pas pareil quand on est en 5, 8, 6 jours sur 7 ou même 7 jours sur 7 que quand on est en 1, 8 en journée. Hein. Donc voilà, tout ça dépend vraiment de l'utilisation que font nos clients de nos robots. Il y a à chaque fois une discussion sur ce sujet. On propose d'ailleurs des maintenances particulières de 2 ans, 3 ans, 4 ans. On propose même du full service hein, pour ceux qui le souhaitent pendant la durée qui est évidemment chaque fois discutée en fonction du taux d'utilisation. Alors oui, ça c'est une question qui a été posée par une personne de chez Knauf. Donc bonjour, quelle est la vitesse d'avance maxi du robot? Quel impact sur la conso batterie entre vitesse mini et vitesse maxi? Alors, la vitesse maxi du robot, si je prends l'exemple du Sherpa B, sa vitesse maxi pour une charge de 100 kg est de 2 mètres secondes. Quand nous passons à 200 kg, cette vitesse, nous la réduisons à 1 mètre par seconde. Au niveau de la consommation de la batterie, ou de l'autonomie de la batterie plutôt, quand on est dans le mode follow me, en fait, on suit une personne et c'est une personne, malheureusement, elle est imprévisible. On a de nombreuses accélérations suivies de décélérations et c'est ça qui est le plus usant pour le plus usant pour les batteries. Dans ce cas-là, notre batterie, elle tient environ 6 heures à pleine charge. Contrairement à ce mode follow me, le mode autonome, lui, il est moins gourmand en énergie et permet de tenir 8 à 10 heures pour la batterie. Voilà. Voilà, alors après, il y a Jonathan qui pose une question sur la licence. La licence est-elle comprise dans le prix? Formation comprise dans le package? En fait, comme je l'ai expliqué avant, nos robots sont livrés avec les briques logicielles qu'on appelle Map Fabric pour la cartographie, le Road Editor et le Mission Editor. Donc là, il n'y a pas de licence, il n'y a pas de prix supplémentaire particulier pour une licence. Il y en a un simplement pour le Fleet Manager. Donc là, il y a un prix de licence à payer et la formation est en sus. Hein, il y a chaque fois une formation qui est chiffrée à part en fonction de combien de personnes sont à former et combien de temps, combien de temps on va faire la formation. Voilà. Donc je pense qu'on va continuer maintenant donc la démo. On va passer à la phase d'après pour la démo. Continue à poser des questions. On continue les réponses tout à l'heure. À tout de suite. Donc voilà pour la présentation du Sherpa B. Encore une fois, juste pour mémoire, donc le Sherpa B est prévu pour transporter des caisses, des bacs. Et ta capacité de charge est de 100 kg, voire de 200 kg. Selon le cas, on est capable d'aller à une vitesse de 2 mètres secondes ou de 1 mètre seconde. Alors, je n'ai pas parlé également, on voit bien sur la belle image qui est devant nous, nous avons également des blue spots qui sont également là pour prévenir un éventuel opérateur qu'un robot va surgir d'une allée. C'est également un élément de sécurité. On va passer maintenant à la présentation du Sherpa P, P comme palette. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, donc, la capacité de charge de ce robot est de 1 tonne. Je vais aller vous le présenter, je dirais en live, les quelques éléments dont il faut parler. Donc au niveau de la dimension du robot, c'est évident que ça devient un robot
un peu plus grand. À savoir, on est sur 930 de large pour un bon mètre 30 de long, à peu près. Donc, deux fourches. Là-dessus, nous n'avons pas d'IHM parce que nous avons décidé de ne pas faire cela pour la bonne et simple raison que il faudrait se coucher par terre ou se contorsionner pour aller lui donner des ordres. Donc, ce qui est possible sur le B, vous verrez, là, on l'a en live, gérer la commande, on a décidé de la faire sur tout simplement une tablette. Là, c'est un iPad, mais ça fonctionne sur toute autre tablette. Le robot est doté des sécurités du type arrêt d'urgence auquel il faut accéder pour remplir les prescriptions en matière de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 2 scrutateurs, un lidar sécurité sur l'angle ici, un autre sur cet angle, sachant que les lidars sur ce robot ont une double fonction. Avec les mêmes lidars, on fait la navigation et nous faisons la sécurité. Sinon, le restant des briques logicielles, l'intelligence, les PC à l'intérieur, tout ça, c'est exactement la même chose. Pour ce robot, nous n'avons pas de solution de batterie extractible, mais uniquement une recharge par induction. Il est d'ailleurs garé sur sa station de recharge par induction, dont vous pouvez voir ici le coffret qui fait la gestion de l'ensemble. Donc, pour un robot comme ça, l'avantage, c'est que la technologie de batterie embarquée, qui est du lithium-ion, avec une chimie en lithium fer phosphate, permet de faire ce qu'on appelle du biberonnage. Ça veut dire de multiples phases de rechargement de batterie courtes, mais répétées dans la journée. Donc, dès que le fleet manager, dont on va parler après, décrète que le robot a 5 minutes, qu'il n'a pas de mission à exécuter, il va l'envoyer sur sa station de charge pour remplir sa batterie. Qu'est-ce qu'il faut dire sur éventuellement le nombre de cycles de recharge de ce type de batterie est de l'ordre de 6000 cycles de charge complète. Voilà. Donc je vais vous le faire fonctionner. Et rappelez-vous, donc, on peut lancer des missions, je me répète, par des boîtes à boutons, par un PC. Là, on va le faire tout de suite sur une tablette. Et on va retrouver exactement le même environnement que ce que vous avez vu sur le Sherpa B. Donc, la charge de la batterie, là pour l'occasion, elle est complète. Nous pouvons ici débloquer les freins et rebloquer les freins si on devait le bouger. Et on va lui faire exécuter une mission qui consiste à prendre une palette sur la gare qui est à gauche et la redéposer sur la gare qui se trouve à droite. Là, pour l'occasion, le numéro de mission n'est pas la même. Donc, on va lui dire OK, et on va lui faire play. Donc là, le robot, on n'a plus les 2 profilés, souvenez-vous, les 2 profilés qui permettent de faire une triangulation. Par contre, la construction de la gare a été faite de telle sorte à ce que le robot, finalement, il va se positionner dans le U formé par la gare. Donc la gare, elle a 3 faces fermées qui permettent au robot de se positionner. Voilà, donc tout ça se fait à vitesse réduite. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés de réduire les zones de sécurité autour du robot à leur minimum. Dans ce cas, la norme, elle nous impose d'être à vitesse réduite, c'est inférieur ou égal à 0,3 mètres secondes, ce qui nous permet de réduire réellement les zones de sécurité à quasiment la dimension du robot, plus quelques 2-3 cm autour. Comme ça, elles sont toujours actives. Hein. Si quelqu'un rentre dans la zone ou s'il venait à s'approcher dangereusement d'un obstacle, le robot
finirait par s'arrêter de toute façon. Donc là, pour la démo, on lui fait juste faire un aller-retour, mais il faut s'imaginer que cet aller-retour pourrait être à travers tout un hall pour livrer une palette à un autre endroit de l'usine. Voilà, et puis il va faire chemin inverse. Donc souvenez-vous, le robot a pris la palette dans la gare qui était située donc à ma gauche, et cette fois-ci, il va la déplacer et il va la mettre dans la gare qui se trouve sur la droite. Donc à ce stade, nous sommes encore en approche, et dès qu'on est à moins de 180 mm devant notre gare, on inhibe les sécurités, enfin on les diminue, on ne les inhibe pas, on diminue réellement leur taille à quasiment le pourtour du robot, plus, comme déjà dit, quelques centimètres. C'est ce qui lui permet d'évoluer dans une zone vraiment restreinte, telle une gare. Voilà, il va déposer la palette et il va, puisqu'il n'a pas d'autre mission, il va retourner à sa station de charge pour refaire le plein de la batterie. Ainsi, grâce à ce procédé, un robot peut toujours avoir, je dirais, la capacité maximale de ses batteries. Donc là aussi, vous voyez la petite lumière bleue devant le robot, qui est un blue spot qui permet de prévenir l'environnement, comme quoi il y a un robot qui est en approche. Et voilà donc pour le Sherpa P. Voilà. Donc on se retrouve en studio. Pour les questions, je vois qu'elles sont vraiment très nombreuses là. Peut-on avoir un contenant de dimension plus grande que le robot? C'est François qui pose cette question. Alors oui, on a des cas clients d'ailleurs où les contenants sont plus grands que les dimensions du robot. Je peux citer un client qui a des bacs qui font 1,20 m de long, hein, donc pour une longueur de robot de 930. Et puis, il y a un autre client chez qui nous faisons beaucoup de tests en ce moment, où on porte des bacs grillagés, en fait, qui font 1600 par 1100, hein, donc ils sont là, pour le coup, plus longs et plus larges que le robot. Pas de difficulté. Autre question, Damien? Alors, d'où proviennent les composants de vos équipements? Alors, nous voulions avoir un robot très local, très français. Donc, une grosse partie des composants sont fabriqués dans un rayon, je vais dire, de 100 km autour, même la totalité, je peux dire, 100 km autour de Haguenau. Donc, nous sommes, je précise juste, nous sommes dans l'Est, à côté de Strasbourg. Et donc, il y a certains composants, tels les moteurs, voire des éléments de sécurité qui proviennent d'Allemagne. Mais sinon, pour la grande majorité, c'est des composants qui sont avant tout fabriqués en France. Je pense que tu peux répondre à la suivante question. Comment Sherpa communique-t-il avec les convoyeurs? C'est Vincent qui la pose. Donc, sur la démo que vous avez pu voir, on a même développé un petit artifice mécanique sur le convoyeur qui permet d'avoir aucune liaison entre le robot et le convoyeur. Par contre, ce que nous proposons dans nos accessoires, ce qu'on appelle le ShareCom, c'est quoi? C'est une antenne Wi-Fi qui est capable d'ouvrir et de fermer des entrées-sorties. Et il suffit de connecter le convoyeur là-dessus et ça permet donc de démarrer et d'arrêter le convoyeur. Peut-on interfacer le Sherpa avec des portes automatiques? Effectivement, donc là, avec le même artifice, on peut effectivement ouvrir des portes, je peux appeler un ascenseur. Bien évidemment, cet artifice dont je parle, cette antenne Wi-Fi, qui est capable de gérer des entrées-sorties, il faudra les brancher sur l'objet que vous voulez rendre communicant avec le Sherpa. Est-il possible de déclencher un arrêt d'urgence à distance pour tous les robots Sherpa B ou Sherpa P?
Alors, un arrêt d'urgence à distance, non, ce n'est pas prévu parce que chaque robot, individuellement, est doté de sa sécurité. Ce que nous allons développer dans le futur, c'est pas tout à fait prêt, c'est une fonction dans le Fleet Management System qui va faire la gestion en cas d'incendie. En cas d'incendie, on tombera d'accord avec nos clients ou avec le client en question. C'est ce qu'on appelle la fonction Fire Alarm, en quelque sorte, qui permettra, en cas d'alarme incendie, de ce que les robots dégagent les voies d'accès, voire les portes. Un Sherpa P avec système de convoyeur pour le chargement-déchargement est-il à l'étude? Tout de suite, dans notre gamme, comme on vous l'a montré, il n'y a pas de convoyeur de prévu sur le Sherpa P, mais nous y réfléchissons. Alors ça, c'est des choses qui d'ores et déjà peuvent se faire par l'intermédiaire d'intégrateurs comme Norcan ou d'autres qui sont déjà identifiés. Comment gérez-vous les différents formats de palettes? En fait, les différents formats de palettes, pour l'instant, il y a un grand standard qui est l'Europalette, que nous avons prévu de transporter. On a d'ores et déjà, comme l'a déjà dit Stéphane avant, une application avec une palette de 1600 par 1100. Mais je pense que là, on atteint un petit peu la taille maxi des contenants qu'on peut raisonnablement déplacer. Chaque cas sera étudié au cas par cas. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Le Sherpa ne prend pas de palette au sol. C'est juste, ces dernières doivent être surélevées. C'est Christophe qui pose la question. C'est juste, aujourd'hui, le Sherpa ne peut pas prendre de palette au sol. Ce que vous avez vu comme gare de dépose où nous faisons les pics et les drops des palettes, c'est effectivement une gare fixe. Nous avons en développement des gares qui vont être capables, elles, de prendre une palette au sol, la surélever afin qu'un robot puisse aller en dessous. Ce sont des options qui vont compléter nos catalogues. Peut-on automatiser des missions? Capteur de présence, absence bac. Oui, effectivement, s'il n'y a pas de bac, alors soit sur le robot, ça vous avez pu le voir sur la démo, le robot sait s'il a un bac voire une palette et il sait réagir en conséquence. De même, s'il n'y a pas de bac sur un convoyeur, et en fait, on pourrait faire en sorte que la présence d'un bac sur un convoyeur déclenche une mission. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. On sait faire des if-z dans tous les sens, en fait. Donc, oui, if-zen, if-zen, if-zen. If-zen, if-zen. Voilà. Bon, je vais lire. Voilà. Alors, dernière question, le temps que Damien retourne en bas. C'était lequel? Voilà, comment le robot se géolocalise dans l'environnement. Donc, en fait, il se géolocalise par l'intermédiaire de son lidar central, qui prend des mesures en permanence, hein, on l'a expliqué dans la démo, et il compare les mesures qu'il a avec la cartographie qui a été faite initialement. Et donc, au travers de ça, il se géolocalise complètement dans son environnement. D'ailleurs, ce système est absolument robuste et éprouvé, hein, ça fonctionne extrêmement bien en termes de localisation dans son environnement grâce à ça. Voilà, donc je propose qu'on retourne voir Damien pour la dernière séquence, hein, je pense que c'est la dernière séquence de démonstration, qui est plus centrée sur le fleet management. Voilà, à tout à l'heure, on se retrouve pour une dernière séance de questions à la fin. Bon, on va terminer la présentation par la dernière brique logicielle. Il s'agit là, de ce que moi j'appelle souvent le chef d'orchestre, c'est tout simplement le Fleet Management System. Alors, nous avons récemment, et on va vous montrer une vidéo, récemment installé une première flotte de 6 robots chez un de nos clients. Vous les verrez évoluer. Le besoin de ce client était d'approvisionner une ligne d'assemblage de moteurs avec des pièces qui doivent être montées sur le moteur. Donc il y a 6 robots qui font des allers-retours entre le côté gauche et le côté droit de l'allée pour apporter des pièces qui se font charger de ce côté aux opérateurs qui font l'assemblage des moteurs. Un point particulier sur cette installation était de faire fonctionner notre flotte
dans un environnement dans lequel il y avait déjà des AGV, que le client avait déjà, AGV qui suivent cette ligne orange au sol. Nous avons réglé cette problématique grâce à des portes virtuelles qui sont gérées donc par le Fleet Management System et qui communique, Fleet Management System qui communique avec tous les robots. Et pareil, le client a dû rajouter à son système d'AGV une communication qui ferme une porte lorsque l'AGV arrive et ainsi interdit toute translation gauche-droite de nos robots. Et lorsque lui, il est passé, il ouvre à nouveau la porte ou la porte au robot et eux, ils peuvent de nouveau faire gauche-droite. Et pendant ce temps, les autres portes qui permettaient à un AGV de rentrer dans la zone, elles sont fermées. Donc là, pour l'exemple, les missions sont lancées à la main. Voilà, donc les robots viennent, comme dit, sur la gauche, ils se font mettre des pièces dessus, ensuite ils voyagent sur la droite, où des opérateurs prélèvent les pièces pour les monter directement sur les moteurs. Alors ici, c'est encore dans la phase réglage, donc on ne voit bien évidemment pas les moteurs qui sont en train de se faire assembler, mais ce qu'on voit là pour des pièces, on pourrait très bien se l'imaginer pour de l'approvisionnement de bord de ligne en bac, voire en palette. Encore que la palette pour le lean, dans le lean manufacturing, c'est peut-être pas tellement adapté. Mais bon, on va passer dans quelques briques complémentaires du logiciel. Alors d'abord, notre Fleet Management System, qu'est-ce qu'il permet de faire ou quel est son rôle? Il définit les robots qui sont prioritaires, il gère les recharges batteries, c'est-à-dire que quand il y a des robots dans la flotte dont la batterie vient, ou le niveau de batterie vient être très bas, il va envoyer le robot, pourvu que le client ait choisi un rechargement par induction, il va envoyer le robot sur sa station de charge, ou alors, quand c'est une batterie extractible, il va l'envoyer à un endroit où on recharge les batteries, où on interchange les batteries. Je viens de le dire, on fait de la gestion de portes virtuelles, bien évidemment, parce qu'il ne fallait pas en installer. Il choisit également dans la flotte, puisqu'on pourrait avoir un mélange dans une flotte de Sherpa B avec convoyeur, un Sherpa B avec plateau, un Sherpa P. Il choisit donc le robot qui est adapté à exécuter la mission qui est demandée par un opérateur ou par le client, tout simplement. Voilà. Une autre brique logicielle que nous avons rajoutée à notre Fleet Management System est un mode de taxi automatique, qui d'ailleurs se décrit en 3 phases. Elle est particulièrement adaptée au monde du préparation de commande. Vous allez le voir tout de suite, puisque quand on dit préparation de commande, on dit personnel qui travaille en live avec des robots en mode follow me. La première partie, donc les trois phases. La première partie, c'est les robots qui sont là, choisissent des parkings disponibles. Donc pour la première partie, c'est le premier parking disponible. Vous allez voir que les points bleus vont se déplacer. La deuxième phase, c'est une répartition équitable dans tout le layout. Et une troisième partie qui est un positionnement des robots disponibles en fonction de la répartition des opérateurs dans le layout. Mais je vais vous le réexpliquer après. Alors, pour la première partie, vous verrez que les robots choisissent, là on a un parking double possible, bon, on remplit tous les parkings, pour autant qu'on ait de robots. Donc les robots, voilà, on a 4 robots, celui-là va se mettre là. Donc ceci pour une répartition sur les premières places disponibles. La deuxième phase, ou la deuxième stratégie, c'est une répartition équitable des robots. Donc là, les robots,
Le premier, il va se mettre, on va en mettre un là-dedans, normalement. Un deuxième là-bas, un troisième et un quatrième. Ainsi, on peut imaginer que les opérateurs qui, à côté de cela, font de la préparation de commandes avec d'autres robots, ben, lorsqu'ils cherchent un robot disponible, ben, ils savent que, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils trouveront au moins un robot de disponible sur un des parkings. Voilà. Et la troisième stratégie, alors je vais un peu vous compléter, parce que là, pour comprendre, en fait, on a d'une part des robots qui sont en mode follow me et des opérateurs qui se déplacent avec les robots. Et vous allez voir qu'en fonction de la position des robots, qui soient plutôt à droite ou plutôt à gauche, ou plutôt un de chaque côté, vous avez les robots disponibles qui sont, pour ainsi dire, gérés uniquement par le Fleet Management System, mais s'il y a une concentration de préparateurs de commandes de ce côté-là, ben, le Fleet Management System va dire, ben, si un de ces opérateurs termine une commande, ben, il ne va peut-être pas aller ici chercher un robot, mais il est sûr d'en trouver un dans cette station. Alors, on a la concentration des deux préparateurs de commandes, et le Fleet Management System a dit, ben, le deuxième robot, tu vas te stationner ici. Comme ça, si lui, il a fini de préparer sa commande, ben, il peut en trouver un là. Et là, dans son cycle de préparation de commande, vous voyez qu'ils bougent les deux. Ben, ils vont plutôt du côté gauche. Ben, le Fleet Management System dit, ben, attends, le chemin le plus court, ben, il est là. Alors ça, c'est une fonction spécialement développée, comme déjà dit, pour le monde de la préparation de commandes. Alors là, c'est un environnement assez restreint. Il faut imaginer cela sur la taille d'un terrain de football avec 7 voire 10 préparateurs de commandes. Donc on parle là de potentiellement une flotte de 10 robots qui sont en train de travailler en mode follow me. Et puis on a potentiellement une flotte de 10 autres robots disponibles qui doivent se positionner. Il est évident que sur un layout de la taille d'un terrain de football, les gens ne vont pas faire du gauche-droite en permanence juste pour bouger les robots. Mais le but réel là qu'on recherche, c'est de faire gagner du temps au préparateur de commande dans la recherche de son robot suivant, qui lui permettra de préparer la commande suivante, quoi. Une fois terminée sa commande, je rappelle, il met une mission et le robot va livrer à un endroit dans le layout son bac avec les produits qu'il a préparés. Dès qu'il a fini la livraison, le robot sait qu'il doit revenir sur un parking, et de préférence sur un parking qui correspond à, je dirais, un emplacement où il va trouver à proximité un opérateur. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation et je vais vous retrouver maintenant tout de suite en salle, en live, pour la séance des questions-réponses. Merci. Donc voilà, pour la séquence de démonstration. Donc on passe à la dernière phase de questions-réponses. Je commence tout de suite. Quel est le délai moyen de livraison en ce moment à partir de la commande signée pour un P ou pour un B? En fait, la réponse est simple, ça va de quelques jours à quelques semaines. Et ce qui distingue en fait les deux, c'est nous on a un processus très industriel de production et d'approvisionnement qui est en fait centré sur des prévisions commerciales. En fonction de comment on fait nos prévisions commerciales, en clair, si la commande qui tombe était dans les prévisions, c'est quelques jours, parce qu'on aura déjà avancé tout ça dans notre ligne de production. Si elle ne l'était pas, c'est quelques semaines. Donc voilà. Damien ? Alors, la question était, est-ce que le Sherpa P peut circuler à l'extérieur entre deux halls? Alors, si c'est à l'extérieur, le Sherpa P n'est pas prévu pour circuler à l'extérieur, sauf si c'est sous abri, bien évidemment, afin qu'il ne soit pas dérangé par des événements météorologiques. Il y a également la température qui est un problème. Les températures basses
en fait, sont un problème pour la durée de vie ou l'autonomie des batteries. Le Sherpa P peut-il gérer 2 demi-palettes euros? La réponse est oui. On peut imaginer, tout comme le permet le Sherpa B double convoyeur, avec le Sherpa P, nous pouvons avoir une demi-palette d'un côté du robot, faire un pic d'une palette vide et on sort de la gare, on se retourne et on fait un drop d'une palette remplie. Tout à fait possible. Des capteurs ou systèmes de pesage sont-ils envisageables sur le Sherpa P? C'est d'ores et déjà prévu. Nous avons prévu une jauge de contrainte qui n'est, pour l'instant, c'est encore en développement, mais qui sera reliée au PC, qui permettra d'avoir l'information quant à la charge embarquée. Ce ne sera pas un élément de sécurité puisque branché sur un PC, mais néanmoins, l'information, on pourra l'avoir. Autre question, c'est Fabien qui la pose. Le sens de dépose dans la gare est-il paramétrable pour avoir un scan code-barre de la palette départ-arrivée? Oui, effectivement, on peut forcer le sens de rentrer dans une gare. Autre question, le Fleet Manager peut-il s'interfacer avec un MES? Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous appelez un MES. Par contre, avec un WMS, bien évidemment, c'est prévu. Le WMS pourra communiquer, ou peut communiquer, pardon, avec notre Fleet Management System, pour l'instant par des échanges de fichiers, soit du HTML, soit du CSV, etc. Comment je fais pour poser une palette au sol pour la prendre avec un tire-palette avec le Sherpa P? Alors, pour l'instant, comme déjà dit, il faut la poser sur une gare. Cette gare, on en a une en développement qui permettra de poser la palette au sol, ainsi on pourra la reprendre avec un tire-palette. Il existe également des tire-palettes qui peuvent lever plus haut que 10 cm et qui peuvent aller à 350 mm, ce qui permet de prendre déjà aujourd'hui une palette sur une gare. Alors, quelle est la course de levée du Sherpa P? Aujourd'hui, nous sommes sur une course de 80 mm. Alors, quand on transporte, il y a une question qui est posée, toujours par Benoît, quand on transporte un objet plus grand que le robot, il change automatiquement son encombrement connu afin de ne pas se prendre, effectivement. Alors non, il ne change pas automatiquement, il faut déclarer à un moment donné à la configuration du robot la taille des objets qu'il est censé transporter, parce que, en quelque sorte, on paramètre le nuage de sécurité virtuel qui se trouve sur toute sa périphérie, et donc ça ne se change pas par un capteur ni par un zonage, parce qu'un tel procédé ne pourrait être que difficilement certifiable. Ok, je vois qu'il y a encore de très nombreuses questions, plus de 40, là je vois. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là la séance de questions, parce que sinon on n'arrivera pas à terminer. Je voudrais quand même simplement conclure la séance d'aujourd'hui. Alors déjà, premièrement, l'ensemble des questions sera répondu, hein. Donc, on va envoyer un espèce de FAQ où il y aura toutes ces questions et toutes les réponses d'intégrer qu'on va envoyer à tout le monde. Comme ça, tout le monde aura toutes les réponses aux questions. Donc, pour conclure, là, je voulais dire simplement 3 choses encore. La première, c'est que, je le rappelle encore, donc SMR, donc cette société Sherpa Mobile Robotics, est issue donc d'une alliance originale entre 2 entreprises très complémentaires. Une Norcan qui est très proche de ses clients, qui est très intégrée dans l'industrie, dans la production, dans la logistique et puis également chez les opérateurs du e-commerce, d'une part, et puis Balio qui est une boîte de techno d'autre part. Donc maintenant, Sherpa Mobile Robotics dispose en fait de toutes les compétences, qu'elles soient hard ou qu'elles soient soft, dans cette entreprise. Donc vous avez vraiment toutes les compétences qui sont intégrées dans cette entreprise. Et nous visons évidemment beaucoup la simplicité d'une part, la robustesse d'autre part. Nous, on essaie de faire des choses les plus simples possibles et en même temps les plus robustes possibles. Il faut que ça marche dans des cas applicatifs évidemment très concrets, on est là pour ça. Donc il faut que ça soit simple et robuste. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est en fait quel est notre objectif. Notre objectif est de devenir en fait la référence française en matière de robotique collaborative et mobile
notamment dans celle qu'on vous a présentée là, ce qu'on appelle la non dédiée. Hein, donc, on n'est pas sur les mêmes terrains de jeu qu'un Scalog, par exemple, qui est le Kiva français, ou qu'un Exotech, par ailleurs, hein, qui, eux, sont dans des domaines bien spécifiques. Nous, on est dans des endroits au milieu des opérateurs. On est, en fait, intégré dans ces zones encombrées au milieu des opérateurs. Donc, dans ce domaine-là, on veut absolument devenir la référence française en termes de robotique mobile et collaborative non dédiée. Il faut savoir que on est très intégré, nous, dans la French Tech, la French Fab. On a été une entreprise accélérée. Donc, voilà, c'est vraiment très important pour nous que de réussir cet objectif qui est de devenir cette référence française dans ce domaine. Donc, c'est le deuxième point que je voulais citer. Le troisième, hein, pour conclure, je voulais d'abord, pour ma part, remercier évidemment tout le monde pour votre attention, votre participation. C'est une première pour nous, hein, ce webinaire en live, donc merci à tous pour votre participation. Je voulais simplement aussi vous citer l'adresse mail si vous avez des besoins. N'hésitez pas à envoyer vos demandes à info@sherpa-mr.com. Hein, donc c'est l'adresse qui est utilisée pour répondre à vos questions et évidemment en fonction de vos cas d'emploi, voilà, soit en traite et aussi de la maturité aussi de vos propres projets, on vous orientera vers qui de droit si c'est nécessaire. Donc encore une fois, merci à vous tous, merci Damien aussi hein, pour cette démonstration qui a été, je pense, très instructive pour tout le monde et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon appétit. Merci à vous et à bientôt.